mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sang merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous y rejoindre. Voici les titres de cette édition. Les acteurs du secteur de la santé au Togo se sont réunis cet après-midi pour évaluer les différentes décisions issues des précédentes rencontres, et ceci pour assainir le secteur sanitaire dans notre pays. Ils étaient face au ministre en charge de la santé, le professeur Mijiawa. Et puis le Togo et le Burkina Faso lancent une interconnexion de leur système informatique douanier, une sorte de synergie de leur régie douanière pour un réel développement des deux pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre Guy Madjé Lorenzo en charge de la communication. Bonsoir. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 21 mars 2018. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 21 mars 2018 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République. Le Conseil a adopté un projet de loi et de décret suivi 4 communications et des divers. Au titre du projet de loi, le projet de loi adopté par le Conseil autorise la ratification des statuts de la compagnie financière dénommée Africa 50 Financement de projets et Africa 50 Développement de projets, adopté le 29 juillet 2015 à Casablanca. Créé à l'initiative de 22 pays africains dont le Togo et 3 institutions financières africaines, à savoir la Banque Al-Maghrib, la Banque africaine de développement et la BCAO, Africa 50 Financement de projets a pour but de mobiliser l'épargne à long terme des investisseurs dans des projets africains d'infrastructures commercialement viables. C'est une compagnie qui s'appuie sur l'engagement financier des pays africains pour attirer des investisseurs institutionnels, des fonds souverains, des fonds de pension et des sociétés d'assurance ainsi que d'autres sources de financement. Cette ratification permettra au Togo de mobiliser le financement nécessaire à la mise en œuvre des grands chantiers de développement dans les secteurs de l'énergie, du transport, de l'eau ou des télécommunications. Au titre des décrets, le premier décret adopté
porte protection du patrimoine routier et des équipements connexes. La protection du patrimoine routier national est une nécessité pour la pérennité des infrastructures réalisées à coût de milliards de francs CFA, mais aussi pour la sécurité de tous les usagers de la route. En effet, les infrastructures réalisées subissent fréquemment des destructions volontaires ou involontaires de la part des usagers de la population. Pour réduire le nombre sans cesse croissant de ces destructions et pallier leurs conséquences négatives sur les finances publiques, le gouvernement a initié le décret portant protection du patrimoine routier national et des équipements connexes. Au titre de ce décret, seuls les véhicules présentant des caractéristiques techniques déclarées conformes et respectant la charge limite légale et le gabarit sont autorisés à faire usage des axes routiers ouverts à la circulation. Parallèlement, le projet de décret prévoit le pesage routier avec des équipements spécifiques, fixe le contrôle technique des véhicules et garantit l'intégrité de la voie publique. Le décret adopté considère à ce titre comme infraction, entre autres, le dépassement du poids total autorisé en charge, le refus de conduire le véhicule à la pesée, la destruction physique du patrimoine routier, le refus de procéder au contrôle technique du véhicule, la dégradation intentionnelle de la voie publique, quelles que soient les circonstances, volontaires ou involontaires. Pour parachever les mesures de protection du patrimoine routier et des équipements connexes, le décret admet que toute personne qui cause un dommage aux équipements routiers est tenue d'en assumer les réparations. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte réglementation des transactions et services électroniques au Togo. Le décret portant réglementation des transactions et services électroniques au Togo porte application de la loi numéro 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques et traite des questions essentielles relevées dans le texte de loi. Il s'agit des conditions de la reconnaissance juridique des certificats et signatures électroniques émanant des pays tiers, dispositions relatives à la signature et certificats électroniques, des conditions d'exercice des prestataires de services de confiance, des informations à mettre à la disposition de la clientèle sur les personnes qui exercent une activité de commerce électronique, des informations à mettre à la disposition du public par les éditeurs de services de communication publique en ligne, des données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services de prestataires et enfin de l'autorité de certification. L'adoption de ce décret permet au Togo de renforcer son arsenal juridique en matière de transactions électroniques. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil est relative au projet de messagerie professionnelle de l'administration publique. La volonté du chef de l'État de faire du Togo un pays dans lequel les administrations publiques et les institutions de la République délivrent un service de qualité aux citoyens a conduit au processus de modernisation et de réforme de l'administration publique. Ainsi, sur l'initiative du ministère des Postes et de l'économie numérique, dans une phase pilote, un nombre restreint de comptes de messagerie électronique ont été créés sur la plateforme de Google Suite, utilisant les services de messagerie Gmail et d'autres services collaboratifs. Ces comptes ont été créés notamment pour les ministres, les conseillers, les secrétaires particuliers et le corps diplomatique. Le mécanisme de facturation de cette solution est une redevance annuelle par compte, créée, à laquelle s'ajoutent d'autres frais comme le support et l'assistance à la conduite du changement. L'hébergement de la messagerie est alors fait sur des serveurs externalisés, le cloud.
ne garantissant pas la confidentialité, mais à un coût élevé. Avec la demande sans cesse croissante conjuguée au facteur coût, l'extension de ce service de messagerie professionnelle à toutes les administrations publiques et les institutions de la République nécessite des clauses techniques répondant aux normes internationales et standards en la matière. Ainsi, la société Linagora a été retenue pour l'installation et la mise en service de la solution de messagerie professionnelle à travers un processus d'appel d'offres, tout comme la société comme telle technologie qui va fournir le matériel correspondant aux serveurs et aux outils de virtualisation. Pour une bonne gestion, il est prévu la création de comptes par palier en fonction des nécessités de chaque département ministériel et institutionnel. Ainsi, au démarrage, 20 000 comptes seront créés. La deuxième communication écoutée par le Conseil est relative à la régulation des réseaux sociaux. La prolifération des discours de haine, hate speech, et des fausses informations, fake news, sur Internet et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux constitue aujourd'hui une préoccupation mondiale et une menace sérieuse tant pour la stabilité des États que pour la cohésion et la paix sociale. Ce constat pose inévitablement la question de la pertinence et de l'efficacité des dispositifs préventifs et répressifs mis en place par le pouvoir public. Il faut à ce titre rappeler que les textes de droit commun sont applicables à la matière numérique. Sur le plan civil, il est ainsi possible d'engager la responsabilité des internautes au titre, par exemple, d'une violation du droit de chacun au respect de sa vie privée. En outre, les infractions pénales de droit commun telles que l'injure, la diffamation ou encore l'incitation à la haine peuvent être retenues. Mais ces réponses au cas par cas ne sont pas suffisantes. Exclusivement judiciaires, elles ne permettent pas de réguler efficacement et rapidement l'intégralité du contenu en circulation. C'est pourquoi d'autres solutions doivent être retenues. Il s'agit notamment de former à la culture numérique par la mise en place de politiques d'éducation et de prévention, de faciliter la collecte du contenu illicite par la création de procédures de signalement, d'encourager l'autorégulation par le développement d'une relation de confiance avec les entreprises de technologie de l'information, de renforcer le volet répressif par l'adoption de nouveaux textes législatifs. Au-delà de cette réglementation préexistante, il serait souhaitable de procéder au renforcement de la régulation des réseaux sociaux, notamment par la mise en place d'une campagne de sensibilisation relative à leur usage. La signature d'un code de bonne conduite avec les représentants des structures comme Facebook et Twitter, l'adoption d'une loi sur les fausses informations et la création d'une plateforme de signalement. Le Conseil des ministres a saisi l'occasion pour rappeler que chacun, à son niveau, doit avoir à l'esprit l'intérêt national pour notre pays de l'usage des réseaux sociaux, car leur usage inapproprié impacte négativement l'image du pays, contribuant à éloigner les investisseurs, à décourager l'esprit d'entreprendre, ce qui peut avoir des répercussions sur la création d'emplois et de richesses. L'usage des réseaux sociaux doit se faire dans la garantie de la paix sociale et le respect des libertés publiques et individuelles. La troisième communication présentée au Conseil est relative au Forum présidentiel de la jeunesse. Les défis de la lutte contre le chômage et le sous-emploi, de l'accès aux formations adaptées aux potentialités du pays et au potentiel des jeunes, de la santé reproductive et sexuelle des jeunes, rappelle l'immensité des défis à relever en faveur de la jeunesse. Dès lors, relever ces défis requiert des mesures innovantes, pragmatiques et efficientes qui puisent dans l'ingéniosité, la créativité des jeunes et en lien avec l'émergence 2030
et la réalisation des objectifs de développement durable. Le Forum présidentiel de la jeunesse va apporter des solutions à l'autonomisation et l'inclusion économique des jeunes, en l'instar de la décision du président de la République d'allouer 20% des marchés publics aux jeunes et aux femmes. Dans cette dynamique, le chef de l'État a mis en place une plateforme d'échange avec les jeunes, telle qu'annoncée lors de son adresse à la nation le 3 janvier 2018. Sur cette instruction, le lancement du Forum présidentiel de la jeunesse a été effectivement opéré le 5 mars 2018 par la mise en place du Comité national d'organisation et des comités techniques composés majoritairement de jeunes. Le FPJ est une opportunité de taille pour un dialogue structuré, constructif et ouvert entre 3000 jeunes de diverses catégories socio-professionnelles. Il se présente comme une plateforme d'échange et de réflexion sur les ambitions des jeunes pour eux-mêmes et pour le pays, les défis auxquels ils restent confrontés et les propositions pour une meilleure autonomisation et une participation plus active et efficace à la construction du pays. Il offre également l'opportunité aux jeunes de faire un diagnostic et de capitaliser les leçons tirées de la mise en œuvre des différentes stratégies, programmes et projets visant la promotion de la jeunesse et les autres programmes phares de l'État pour faire des recommandations pour un ambitieux partenariat avec et en faveur de la jeunesse togolaise. Le forum prévu pour la première quinzaine du mois d'avril regroupe 3000 jeunes participants environ. Jeunes responsables d'associations, artistes, entrepreneurs, chômeurs, étudiants, commerçants, agriculteurs, partenaires techniques et financiers, acteurs du secteur privé, experts, chercheurs, cadres de services techniques de l'État, acteurs locaux du développement, des représentants des ONG et organisations de la société civile impliqués dans les questions de développement de la jeunesse, la création d'emplois, la promotion de la paix. Le président de la République invite l'ensemble de la jeunesse togolaise à s'impliquer activement, ainsi que les acteurs des secteurs publics et privés et ceux de la société civile à se joindre à cette initiative qui ouvre une nouvelle ère dans le partenariat entre l'État et la jeunesse de notre pays. La quatrième et dernière communication écoutée par le Conseil est relative à l'élaboration du Plan national de développement PND. Au terme de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, qui est arrivée à échéance à la fin de l'année 2017, le Togo a choisi de conduire sa politique de développement économique et social à moyen terme à travers un plan national de développement qui tire ses fondements du projet de société du chef de l'État, décliné dans la déclaration de politique générale, ainsi que des engagements souscrits par le Togo au niveau communautaire, continental et international en lien avec la vision 2020 de la CEDEAO, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les ODD à l'horizon 2030. Un séminaire de haut niveau organisé à Kara en juillet 2017 a permis de définir trois grands axes du PND, à savoir: axe 1, mettre en place un hub logistique d'excellence pour le commerce international accompagnant le développement d'un centre d'affaires de premier ordre. Axe 2, créer des emplois à travers le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Axe 3, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Le PND fera l'objet d'une validation nationale prochaine et d'une approbation formelle en Conseil des ministres avant la fin du mois d'avril pour un début de mise en œuvre à fin juin 2018. Au titre des divers, s'agissant de tous les projets et programmes de développement qui ont pour finalité d'améliorer les conditions de vie des populations
population, le Premier ministre a exhorté chaque ministre à tout mettre en œuvre pour accroître la capacité d'absorption des crédits d'investissement et à s'y impliquer davantage dans leur gestion. Le ministre de l'Économie et des Finances a rendu compte au Conseil de la mission conjointe menée avec le ministre chargé des infrastructures et des transports auprès de la Banque islamique de développement BID à Jeddah en Arabie Saoudite. Cette mission conjointe fait suite à l'annulation de 3 crédits octroyés par la BID et qui n'avaient pas été consommés. La décision de la BID visait plusieurs pays dont le Togo. En effet, afin de préserver la qualité de son portefeuille d'encours et maintenir sa notation AAA, la BID avait annulé avant la fin de l'année 2017 tous les crédits octroyés non consommés. Suite au travail de fond effectué par les services techniques de la banque et aux arguments développés par les ministres, le président de la BID a promis de réexaminer avec la plus grande attention la demande de revenir sur cette décision. En marge des travaux, le ministre des Finances a signé 2 nouveaux accords de prêt avec la BID d'un montant de 11 milliards de francs dont l'objectif vise à appuyer la microfinance en vue de contribuer à l'amélioration de la finance inclusive, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la résilience des bénéficiaires aux chocs socio-économiques et climatiques. Près de 60 000 personnes seront concernées par la mise en œuvre de ce projet. Le président de la BID s'est par ailleurs engagé à soutenir davantage notre pays dans ses efforts de développement économique partagé et inclusif. Madame le ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, directrice de cabinet du président de la République, a également rendu compte au Conseil de la participation du président de la République à la conférence sur l'Alliance solaire internationale à Haïti en Inde. Cette conférence visait à porter sur les fonds baptismaux l'Alliance solaire internationale, initiative franco-indienne lancée lors de la COP 21 à Paris. À l'issue des travaux, il ressort que le Togo fait partie des 20 pays signataires de cette alliance, ce qui lui a permis de bénéficier d'une enveloppe d'une valeur de 40 millions de dollars, soit près de 20 milliards de francs CFA. Cette enveloppe sera consacrée au programme d'électrification rurale avec des kits solaires. En marge de cette activité, le ministre de la Santé a procédé à la signature d'un mémorandum relatif à la construction dans notre pays d'un hôpital de référence sur financement du gouvernement indien. Fait à Lomé le 21 mars 2018, le Conseil des ministres. Le président de l'Assemblée nationale d'Ahmad Ramani a reçu en audience ce matin professeur Bertrand Mbati, secrétaire général du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Au menu des discussions, la prochaine célébration des 50 ans du CAMES et le partenariat existant entre le Togo et cette institution. Nous écoutons professeur Mbati au micro de Medina Salami au sortir de l'audience. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président de l'Assemblée, une audience que nous avons obtenue pour lui présenter succinctement la dynamique actuelle du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ça a été aussi l'opportunité de lui annoncer que nous sommes en train de préparer la célébration du 50e anniversaire du CAMES. J'ai saisi cette opportunité pour lui parler d'un des secrétaires généraux du CAMES qui était togolais,
le professeur Nathaniel, ce qui témoigne du bon partenariat qui existe entre le Togo et le CAMES. Pour rappel, le CAMES est constitué d'États membres et le CAMES a été créé en 1938 sur une volonté des chefs d'État qui, au sortir des indépendances, avaient déjà vu juste qu'il fallait agir dans la solidarité pour gagner les paris du développement. Et pratiquement 50 ans après, on peut se féliciter que le CAMES soit un modèle réussi d'intégration. À l'occasion, je lui ai dit également que je suis ici pour participer au 9e congrès de la FIAD. C'est la Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Donc ce sont ces aspects que nous avons évoqués ensemble, bien évidemment, en lui demandant d'être notre interprète aux plus hautes autorités de l'État. Et puis le Conseil des ministres de ce jour a justement évoqué les préparatifs du forum présidentiel de la jeunesse, et en prélude à ce forum, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes organise des forats régionaux avec les jeunes sur l'ensemble du territoire national. Ils planchent ensemble sur leurs préoccupations afin de les harmoniser pour mieux porter leur voix au cours du forum présidentiel. Les étapes des régions centrales et maritimes avec Lamarck, Boudjona et Luc. Ainsi. La jeunesse constitue la pierre de lance d'une nation. Elle mérite une attention particulière pour son épanouissement. Cette session régionale des jeunes de la région centrale sur le forum présidentiel en cours de préparation se veut un espace d'échange et de formulation des recommandations pour une meilleure politique de la jeunesse au Togo. C'est un moment de diagnostic et de capitalisation des acquis et leçons apprises dans la mise en œuvre des différentes stratégies, programmes et projets visant la promotion de la jeunesse. Cette jeunesse, avec l'appui des consultants qui sont là, vont relever les préoccupations qui sont les leurs en vue de pouvoir les porter au niveau national pour que des politiques puissent être définies en leur faveur. Et donc, nous sommes conscients des enjeux de l'heure et nous comptons sur nous-mêmes. Nous avons pris conscience et donc nous allons ensemble mettre en synergie nos efforts, nos actions planifiées pour que ce puisse être pris en compte au niveau national et que la jeunesse connaisse désormais un avenir meilleur. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompio Matiendou, en saluant cette rencontre, a appelé les participants à faire des propositions sur les orientations à soumettre au chef de l'État pour être prises en compte dans le cadre de la formulation d'une nouvelle politique pour l'inclusion et le bien-être de la jeunesse au Togo. La région maritime, dernière étape des forats régionaux de la jeunesse, porté par le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Jeunes et acteurs de développement ici présents planchent sur leurs préoccupations et besoins les plus urgentes afin de les capitaliser lors du forum présidentiel de la jeunesse prévu pour la première quinzaine du mois d'avril. Les questions relatives aux différentes initiatives du gouvernement et des partenaires au développement pour l'autonomisation et le bien-être des jeunes sont aussi prises en compte au cours de cette discussion. Il y a le problème de l'employabilité, il y a aussi le problème de citoyenneté que nous rencontrons et il y a
beaucoup de problèmes au sein de la jeunesse. Et c'est ici, ensemble, qu'on va essayer de ressortir quelque chose de potable, c'est-à-dire les recommandations qu'on va présenter lors du forum. Et ces recommandations-là vont permettre de pallier tous ces problèmes-là. Les jeunes de la région maritime sont conviés pour réfléchir dans 3 domaines spécifiques, notamment l'éco-citoyenneté ou la citoyenneté, le civisme, l'employabilité des jeunes, l'environnement et le développement durable. Et ces jeunes devront quand même essayer d'identifier les grands défis qui se posent au niveau de ces 3 thématiques, essayer de trouver des solutions et voir quelle est la responsabilité aussi du jeune par rapport à cette diverses thématiques. Et donc ensemble, à la fin, chaque atelier ou chaque groupe devrait arriver à dégager des conclusions et des recommandations. De belles conclusions sont donc attendues de cette rencontre pour nourrir le forum présidentiel de la jeunesse. Un forum à venir qui illustre une fois encore la volonté du chef de l'État d'impliquer davantage les jeunes dans la gestion de la vie publique du pays. C'est une rencontre très importante qui montre encore une fois la volonté du chef de l'État d'impliquer toutes les couches socio-politiques de notre pays à la conception, à l'exécution de la politique de développement de notre pays. Spécifiquement, ça montre ici sa politique pragmatique de responsabiliser très tôt les jeunes pour la construction de notre pays. Ces forums régionaux qui ont débuté le 9 mars dernier à Tapamé prennent fin avec cette étape de la région maritime. Ils ont permis de recueillir les attentes des jeunes pour asseoir plus de projets pérennes en leur faveur. Le forum présidentiel de la jeunesse, visé par ces rencontres préparatoires, se veut un espace d'échange sur toutes les dimensions de la politique nationale de la jeunesse au Togo. C'est donc un moment de diagnostic et de capitalisation des acquis et leçons apprises de la mise en œuvre des différentes stratégies, programmes et projets visant la promotion de la jeunesse. La suite de cette édition avec ce communiqué. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2018, vers 2 h du matin, un incident regrettable s'est produit dans le canton Sangbana, dans le quartier Sangbana, dans la ville de Mango, opposant une patrouille militaire à des habitants. En mission de sécurisation, cette patrouille a voulu contrôler un groupe de 6 personnes vu l'heure tardive. À la suite d'une altercation entre les 2 parties, une chaufferée a eu lieu, sans qu'aucune blessure sérieuse ne soit à déplorer. Cependant, compte tenu de la transparence qui doit régir les relations entre les forces de défense et de sécurité et la population civile, des mesures conservatoires ont été prises envers le chef et les membres de la patrouille dans l'attente des résultats de l'enquête qui a été immédiatement déclenchée. Le ministre exprime ses regrets pour cet incident et assure les populations, les personnes concernées de sa volonté de faire toute la lumière sur les faits survenus et d'établir ainsi la responsabilité des différents acteurs. Je vous le disais en titre que le Togo et le Burkina Faso ont élaboré un projet d'interconnexion de leur système informatique douanier. Les choses se précisent et le projet a été lancé ce jour au cours d'une rencontre d'information et de sensibilisation sur le projet. C'est une initiative qui va faciliter la libre circulation et la fluidité des échanges inter-États et permettre un meilleur partage des informations en matière de commerce. Des précisions avec Augustin Kossi.
L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Togo et du Burkina Faso. Les contours se délimitent et les bases progressivement jetées. Lomé et Ouagadougou lancent ce projet de facilitation des échanges. Un projet pilote qui a pour vocation de sécuriser les transactions inter-États, lever les barrières et permettre un accès facile aux informations en matière des échanges commerciaux. Moi, déjà en 2012, avait commandité une étude sur les raisons qui font que, malgré le fait qu'on ait une union douanière, malgré le fait que les biens puissent circuler librement sur l'ensemble de notre espace, que les échanges au niveau intracommunautaire sont encore à peine à 10%. Et nous nous sommes rendus compte que la facilitation était la réponse, la facilitation des échanges. Et donc nous avons élaboré ce programme. Et l'interconnexion rentre dans le cadre justement de cette facilitation des échanges parce que ça représente en fait la composante numéro 5, la modernisation des administrations des douanes. C'est un projet qui va être réalisé avec l'appui de la coopération japonaise à hauteur d'1 milliard de francs CFA et porte sur les corridors Lomé-Ouagadougou. Ici, tous les acteurs de la chaîne se sont retrouvés pour parler le même langage et être au même niveau d'information sur l'état d'avancement du projet. Des opérateurs économiques et commissionnaires en douane vont être conviés au même exercice pour une meilleure appropriation du projet. Nous allons avoir à présenter le projet dans ses différentes articulations, mécanismes et dans sa portée. Nous avons voulu, à travers ces séances, que le projet puisse être compris par tout le monde, tous les acteurs et partenaires de la chaîne du commerce intracommunautaire. Ce n'est qu'une étape. Il y a bien d'autres partenaires que sont le Niger, le Mali, qui se sont engagés dans le même processus. Depuis 2000, l'UEMOA s'est donné comme objectif d'arriver à un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et services. Jusque-là, les échanges intercommunautaires sont chiffrés à 11%. Il y a alors nécessité de faciliter les trafics pour une intégration sous-régionale au profit des populations. Je reprends lecture de ce communiqué. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2018, vers 2 h du matin, un incident regrettable s'est produit dans le quartier Sangbana, dans la ville de Mango, opposant une patrouille militaire à des habitants. En mission de sécurisation, cette patrouille a voulu contrôler un groupe de 6 personnes vu l'heure tardive. À la suite d'une altercation entre les deux parties, une échauffourée a eu lieu sans qu'aucune blessure sérieuse ne soit à déplorer. Cependant, compte tenu de la transparence qui doit régir les relations entre les forces de défense et de sécurité et la population civile, des mesures conservatoires ont été prises envers le chef et les membres de la patrouille dans l'attente des résultats de l'enquête qui a été immédiatement déclenchée. Le ministre exprime ses regrets pour cet incident et assure les personnes concernées de sa volonté de faire toute la lumière sur les faits survenus et d'établir ainsi la responsabilité des différents acteurs. Fait à Lomé le 21 mars 2018 pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en mission, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales chargé de l'intérim. L'espace UEMOA se dote d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire. Il s'agit du schéma de développement de l'espace régional SDER à l'horizon 2040.
Pour la troisième phase d'élaboration de ce document, les experts sont réunis depuis ce matin à Lomé pour s'approprier son contenu afin de le parfaire et le finaliser. Les précisions avec Sergine Raimondo et Esther Laclé. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA compte à ce jour plus de 110 millions de personnes. D'après les estimations, ce chiffre s'élèvera à 220 millions dans 20 ans. Les 8 pays membres de l'espace font face aux mêmes défis et pour mieux harmoniser le futur de l'espace à l'horizon 2040, un schéma de développement est en phase d'élaboration. Il se décline en 4 phases et c'est la troisième phase qui réunit les différents acteurs à Lomé. Au niveau de la commission de l'UEMOA, nous avons pour objectif de mettre en œuvre un schéma de développement équilibré de l'espace régional. Donc ce schéma de l'espace de développement de l'espace régional participe également de cet objectif-là. Il s'agit à ce stade-là de communiquer les résultats à ce stade de l'étude, de collecter les observations des différents participants et de pouvoir en ressortir avec un document qui est fait l'objet à ce stade d'appropriation par toutes les parties prenantes au niveau des États. Et cette étape-là prépare la validation régionale du document de schéma de développement de l'espace régional. Il est question à travers ces assises de parvenir à un SDR, schéma de développement de l'espace consensuel. L'enjeu est de taille pour le Togo. Le Togo a participé à tout le processus et a donc donné cette contribution, que ce soit au niveau du diagnostic des différents secteurs, les diagnostics territoriaux ont permis donc au Togo de verser ses contributions et de proposer les orientations nécessaires pour une meilleure intégration du pays dans l'espace communautaire. Le schéma de développement de l'espace UEMOA a été prévu dans la politique d'aménagement du territoire communautaire adoptée en 2004 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace. La validation définitive est prévue pour octobre 2018. Je vous disais également en titre, le secteur de la santé connaît depuis quelques semaines une série de grèves et pour faire face à cela, le ministre en charge du secteur, professeur Moustapha Mijiawa, a tenu une rencontre avec les différents syndicats. À l'ordre du jour, le bilan des efforts du gouvernement pour satisfaire les différentes revendications des grévistes, faire le point sur l'approche contractuelle en prenant pour référence à Tapamé où beaucoup d'avancées ont été constatées. Le point de la rencontre avec Serge Tastom et Nathalie Banik. Cette rencontre entre les 8 organisations syndicales du secteur de la santé et le ministre de la Santé, Moustapha Mijiawa, s'inscrit dans le contexte des concertations annuelles. Il était question de faire le point sur les différentes rencontres entreprises jusqu'ici par le gouvernement et les syndicats. Et au dernier trimestre de 2017, on a eu 2 rencontres au ministère de la fonction publique avec d'une part les syndicats et d'autre part le gouvernement représenté par mon collègue de la fonction publique et moi-même. Ces 2 rencontres ont permis d'évoquer les thèmes qui devraient être l'objet de discussion. On s'est entendu sur le contenu. On a même dit que ce n'était pas exhaustif. Et sur cette base-là, nous avons demandé à chaque syndicat de nous fournir
2 représentants qui vont se joindre aux représentants des 2 ministères pour former une commission. Bon. La commission a eu à se réunir à 9 reprises dans cette même salle. Et pour l'instant, nous, gouvernement, nous attendons les résultats des discussions de cette commission. Parce qu'il était entendu que lorsque la commission va discuter, de la discussion vont se dégager des propositions et ça va remonter au niveau des ministres. On va s'asseoir pour trouver un terrain d'accord qui sera après l'objet d'une formalisation rédigée par des professionnels de l'administration, de la rédaction administrative. Bien évidemment, on n'a pas encore reçu la copie de cette commission. Il serait utile que la commission accélère les travaux et nous remette sa copie. Parce que nous, c'est ce que nous attendons. Ces échanges ont également porté sur les efforts faits par le gouvernement dans le secteur de la santé au Togo, de même que son plan d'action pour les 5 prochaines années qui met l'accent sur l'approche contractuelle. Nous sommes très heureux aujourd'hui de dire que ce qui se passe dans ces formations où on a commencé la contractualisation est remarquable. Avant la contractualisation, il y avait un découvert de 46 millions de l'hôpital d'Atakwame, aujourd'hui totalement épongé. Toujours avant la contractualisation, la pharmacie, les recettes étaient inférieures à 500 000 par jour. Aujourd'hui, c'est environ 1 million de CFA par jour à Atakwame. Et toujours à Atakwame, sur la base de leurs recettes propres, le comité de trésorerie, parce qu'il a été mis en place un comité de trésorerie au sein duquel figure la direction, le contractant, les agents, tous les corps des agents, les délégués syndicaux, tous syndicats confondus. Et c'est ce comité de trésorerie qui s'assoit, qui fait le point des recettes et qui décide des dépenses à effectuer en fonction des besoins du centre. Et sur cette base-là, ce comité a décidé et ils ont pu acheter 2 microscopes, 6 ordinateurs, des brancards et ils ont réhabilité la pharmacie. Et les dépenses qu'ils ont dégagées pour ce que je viens de vous exposer, ça fait à peu près 14 millions. Lorsque vous allez voir le plan national de développement sanitaire, il est dit que la réforme, la redynamisation du secteur de la santé menée, inspirée par le chef de l'État, c'est une balance à 2 bras. Le bras droit qui consiste à assainir et le bras gauche qui consiste à équiper et à réhabiliter, à construire. Ce qui est en train d'être fait, d'une part, il y a assainir et en même temps, parallèlement, équiper et réhabiliter. Parmi ces syndicats présents aux échanges, le syndicat libre des agents de la santé du Togo, SILASTO, et le syndicat national du personnel de la santé du Togo, SYMPERSANTO, se sont prononcés. Nos revendications sont de 3 ordres. Il y a d'abord le plus pressant aujourd'hui, c'est le problème de matériel
Et le second, le problème de personnel. C'est en ce sens que nous interpellons nos autorités de tout mettre en œuvre pour pouvoir prendre en charge la population. À l'issue de la rencontre, le gouvernement est dans un processus, un plan qu'ils ont appelé le plan national de développement sanitaire. C'est dans le développement de ce plan que les problèmes liés au secteur de la santé trouveront une solution. On a besoin de ces rencontres pour avoir l'information. Puisque quand on a les informations, on sait ce que le gouvernement, l'État est en train de faire. Comme ça, nous aussi, nous saurons qu'est-ce qu'il faut apporter aussi, quelles sont les remarques qu'il faut faire, comme nous qui sommes sur le terrain, pour que les choses soient bien faites dans l'intérêt de tous. Le ministre nous a dit ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait. Donc, nous avons beaucoup apprécié cela et nous allons accompagner. Cette démarche du ministre de la Santé témoigne de la volonté du gouvernement à trouver une issue favorable aux problèmes qui freinent le bon fonctionnement du secteur de la santé. Par voie d'un communiqué, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN annonce qu'il poursuit à compter du lundi 26 mars 2018 l'étape des indemnisations des victimes non vulnérables de 2005 à l'intérieur du pays. Les victimes concernées sont priées de se munir d'une des pièces suivantes en cours de validité: passeport, carte nationale d'identité, carte d'électeur, permis de conduire. Pour la semaine du 26 au 29 mars, l'équipe du HCROUN sera à Anéro pour servir les victimes des préfectures des Lacs, Vaud et Bamono. La liste des victimes non vulnérables retenues dans le cadre de cette étape est également disponible par région sur le site web du HCROUN, le www.hcroun-tg.org, dont le quotidien national Togo Presse est affiché dans les bureaux des préfectures et des mairies des préfectures concernées. Le HCROUN prie les victimes dont les noms ne sont pas encore publiés de ne pas faire le déplacement vers les lieux d'indemnisation et apprécie leur patience à attendre leur indemnisation le moment venu. Le parti politique Union pour la République UNIR de plus en plus proche de ses sympathisants. Les comités préfectoraux de Tchamba, Tchaoudjomo, Blita et Sotoubois sont désormais opérationnels. Les cérémonies d'installation avec la correspondance sur place de la marque Bojona. À ce côté, les cadres du parti UNIR, avec à leur tête le militant Roubangarana Sam, ont procédé à l'installation du comité communal et du comité préfectoral du parti Union pour la République. Les deux comités sont composés chacun de 9 membres et sont dirigés respectivement par les secrétaires Soroji Sissé et El Hadj Tchagao Saïd pour un mandat de 3 ans. Union pour la République, UNIR, s'est tenue les 28 et 29 octobre 2017, le congrès du dit parti à Tchévier. À l'issue des travaux de ce congrès, d'importantes décisions ont été prises, notamment celles relatives à la création des comités de base, des comités cantonaux, des comités communaux et des comités préfectoraux. C'est ainsi qu'au niveau de chaque préfecture, sous la houlette des vice-présidents régionaux, ces comités ont été mis en place dans le cadre du renforcement de nos actions politiques sur le terrain. Au niveau de la préfecture de Tchaoudjo, des militantes et militants ont été cooptés
pour animer ces comités. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'installation de ces membres. Je profite de l'occasion et au nom de notre délégation qui est venue s'occuper de cette installation pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, le président de notre grand parti, UNIR, pour toutes les dispositions idoines qui ont été prises pour la réussite de cette cérémonie. Tour à tour, les cadres du parti UNIR ont expliqué aux deux bureaux le rôle qui leur a été confié et leur demandé de s'investir pour le rayonnement du parti dans la préfecture de Tchaoudjo. Des documents de travail ont été remis à chaque bureau pour les permettre de bien poursuivre leur mission. L'installation des autres comités de base ont été poursuivis dans les cantons. À Tchamba, la cérémonie a été présidée par l'honorable député Afo Alidjou en présence de ses collègues et autorités locales. Occasion pour eux d'installer les comités communaux et préfectorales du parti UNIR de Tchamba pour les élections à venir. Notre parti UNIR a eu son congrès statutaire et les organes ont été mis en place. Et il est de bon ton de venir installer tous ces organes pour permettre une grande visibilité du parti et permettre à tous les partisans unis de se sentir concernés par l'action du parti et du pays. Nous attendons que ces comités se mettent au travail, au service du pays, pour le développement du pays et laisser les errements inutiles, les détails inutiles et se baser vraiment sur le bien-être des populations. Les cadres du parti UNIR de Tchamba ont remercié le bureau sortant pour le travail abattu et appelé la nouvelle équipe au travail pour obtenir des résultats plus satisfaisants lors des échéances futures. C'est la cour de l'école centrale de Tchakmanga qui a servi de cadre pour l'installation des différents comités du parti UNIR dans la préfecture de Meaux. La cérémonie a permis d'installer les bureaux communaux et le bureau préfectoral composé de 9 membres. La première commune est dirigée par le secrétaire Adoui Ali, la deuxième commune Kalaya Badirabaki et le secrétaire préfectoral Oupi Nalouli. Nous venons de mettre le comité préfectoral ainsi que les comités cantonaux, les comités communaux et les comités de base à différents niveaux. Nous venons de leur inculquer les valeurs du parti et également attirer leur attention sur l'agenda du parti dans les prochains mois et au cours de leur mandat de 3 ans. Et nous leur avons dit que la victoire de notre parti commence dès aujourd'hui en s'organisant à faire valoir les valeurs du parti dans la localité. Avant cette installation des comités communaux et préfectorales, les cadres de Meaux ont parcouru les 5 cantons que compte la préfecture pour mettre sur pied les comités de base. Composés de 5 membres, ces comités sont chargés de propager les idéaux du parti dans les hameaux les plus reculés pour la victoire du parti lors des élections à venir. À Blita, la mission d'installation des différents comités du parti Union pour la République UNIR est présidée par le militant Kwasi Asmaïdou. Les bureaux installés, composés de 9 membres chacun, ont pour devoir de promouvoir les idéaux du parti pour les futures élections. Nous avons saisi cette heureuse occasion pour prodiguer d'utiles conseils en ce qui concerne leur mission sur le terrain
allons entreprendre, nous avons aussi saisi l'occasion pour remercier les membres des structures de base pour le travail qu'ils accomplissent au jour le jour pour préserver la paix à Blita. Les cadres de la préfecture de Blita ont prodigué de sages conseils aux nouvelles équipes pour la réussite de leur mission, celle de bien préparer et de réussir les prochaines élections. À ce tour, le bureau préfectoral est dirigé par le secrétaire Nyangissan Blibam, tandis que les communes de Sotobois, d'Adjengere et de Tchébébé sont dirigées respectivement par Ama Boutema, Akleso, Nyeke Abalo et Ibrahim Amidou. Ils ont été installés par les cadres du parti Union pour la République, Unir de Sotobois, au devant desquels le militant Bayadoua Boukissi. Ces responsables sont installés au niveau de la préfecture, au niveau des communes, au niveau des cantons, au niveau des zones, parce que nous avons des zones aussi, et au niveau des villages. Nous avons saisi donc cette occasion pour transmettre à tous ces militants qui ont été élus à ces différents postes les encouragements du président pour qu'ils réussissent leur mission. Et nous avons profité de l'occasion pour leur donner quelques indications, des conseils. Qu'est-ce qui doit être pour eux la référence? Il est également indispensable pour ces militants qui ont été élus de connaître les statuts de notre parti. Parce que dans les statuts de notre parti, il y a tous les éléments nécessaires pour leur permettre de faire leur travail. Et ces éléments, c'est principalement la politique générale de notre parti. Installés pour un mandat de 3 ans, les comités du parti Unir de Sotobois sont composés de 9 membres. Ils ont pour mission de diffuser les idéaux du parti dans toute la préfecture afin d'attirer les militants à poser des actes qui concourent à la réussite et au développement de leur localité. Et puis sachez que demain jeudi 22 mars sera la journée mondiale de l'eau. Occasion une fois encore de sensibiliser les acteurs de tous horizons sur les enjeux de cette denrée. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, à travers un message, a lancé un appel à la population togolaise dans son ensemble à avoir un regard nouveau sur les questions d'eau et d'assainissement. Et notez que l'édition 2018 de cette célébration, pour l'édition 2018 de cette célébration, le thème retenu est l'eau, la réponse est dans la nature. Un thème évocateur pour amener les uns et les autres à la préservation de l'écosystème. Nous reviendrons en détail sur le message de circonstance du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise dans nos prochaines éditions. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.